Salut à tous, c'est Max21 et aujourd'hui pour ce Minute Comics on va s'intéresser à un truc génial, important et qui changera la face de l'univers ainsi que de YouTube. C'est... Adobe 10. Plus sérieusement les gens, un sujet sans inspiration pour ce bon mois de février. Tout simplement parce que je n'ai pas autant de temps que vous puissiez l'imaginer. Effectivement, certains le savent déjà, mais j'ai des études qui me prennent un temps, énorme. Putain, je suis sincèrement navré les gens, mais comme le dit Star-Lord, la vie nous prend plus que ce qu'elle nous donne. Et si nous commencions? Les films de super-héros, c'était à la fois la purge pour certains, et pour la majorité, et heureusement d'ailleurs, c'était plutôt positif. Pour quelques-uns d'entre eux, c'était exceptionnel. Si par exemple je devais vous parler du chef-d'œuvre qui est Batman et Robin, il me faudrait je crois 300 ans pour le récupérer au fond des enfers. Sinon les adaptations de super-héros sont aussi connues en dessin animé, comme la très célèbre série Batman des années 90. À part ça, même si la majorité des dessins animés sont en images de synthèse, qui sont très moches et très nuls d'ailleurs, excepté la série Star Wars The Clone Wars de Dave Filoni et de George Lucas. Si nous revenons au film avec l'un des premiers films de super-héros, qui je cite a quand même, on va le dire, un minimum de qualité budgétaire, qui est donc Superman 1 et 2 des années 80 avec l'acteur Christopher Reeves, qui connut un destin tragique. Mais là où ça a notamment commencé à se populariser, c'était notamment avec les deux Batman de Burton, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, et je cite encore la saga X-Men. Voilà, c'était ma petite introduction. Ouais, petite mon cul, ouais. Ta gueule! Maintenant mes chers amis, il est temps de passer aux choses sérieuses. Thor, le monde de ténèbres avec Chris Hemsworth, Natalie Portman et Anthony Hopkins. Le film raconte qu'avant l'univers, il y avait une espèce très sombre et très dark, aussi connue sous le nom de les Elfes Noirs, qui a justement pour but de mettre fin à l'univers, tandis que Thor doit l'en empêcher. Sachant que sa copine est à Londres pour des études scientifiques, elle est actuellement en train de se faire un autre mec, ce qui complique pas mal de choses avec un scénario plutôt classique et pas forcément extrêmement recherché. N'empêche, avec une réalisation plus que potable et un méchant plutôt swag, le film va beaucoup plus loin que le premier volet, même si à des moments, les méchants nous font penser au côté obscur de la force. Il s'avère si bien fait, bien que ce soit au niveau costume ou jeu d'acteur. Malgré cela, ils se font victimiser au début du film par les Asgardiens, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Du coup, ouais, ils ne sont pas si crédibles. Bref, passons au numéro 9. On est déjà au numéro 9, et c'est encore un film avec Natalie Portman. Et non, ce n'est pas Thor. V pour Vendetta, sorti le 19 avril 2006, toujours avec Natalie Portman et Hugo Weaving, le même qui a joué l'agent Smith et Crâne Rouge dans Captain America, premier du nom. Je vais pas spécialement vous résumer toute l'histoire parce qu'il est déjà un petit peu complexe à comprendre, mais il change beaucoup des films qu'on voit à l'heure actuelle. Déjà, le jeu d'acteur est exceptionnel avec Hugo Weaving qui est excellent dans son rôle, Natalie Portman aussi qui joue de façon émotionnelle, ça défonce sa race. Voilà de ce qui en est de la forme. Concernant le fond, il apporte pas mal de choses intéressantes à propos de la vraie liberté. Il dénonce aussi les problèmes de société comme le fait d'être gay est illégal, ou que les médias ne passent que leur temps à nous mentir. Attention, la scène qui va suivre va être spoilée, donc mettez la vidéo à cet endroit précis pour ne pas savoir la scène qui va être spoilée. Merci beaucoup. À un moment, l'héroïne du film, Natalie Portman, est enfermée dans une cellule et elle voit un message d'une personne inconnue planquée dans un trou à rats. Tout ce qui est écrit sur ce papier est toute sa vie justement. Dans ce papier, il y est écrit qu'elle était lesbienne et qu'elle a été rejetée par sa famille à cause de ça. Et tout ceci est résumé dans un flashback avec la voix off et c'est méga bien fait parce qu'il arrive à faire ressortir l'émotion et on ne se rend pas compte à quel point c'est triste de se faire mettre à la porte parce qu'on est tel ou tel. C'est ça qui nous forge, nous les êtres humains. C'est ça qui nous rend plus forts. Mais les gens ne le comprennent pas et le rejettent, et ça c'est tellement émouvant, tellement beau, à s'en chier dessus. Fin du spoiler. Conclusion, allez le voir, c'est un chef-d'œuvre, et c'est d'ailleurs le film qui a inspiré les Anonymous. Numéro 8. Captain America, le soldat de l'hiver. Captain America, alias Steve Rogers, est allé attaquer avec la Veuve Noire plus un ou deux agents du SHIELD un navire pirate franco-algérien au début du film. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Natasha Romanoff avait une autre mission qui consistait à récupérer des données du moins importantes. Natasha donnera la clé contenant les infos à Nick Fury, il la donnera par la suite la clé à Steve car il fut attaqué par le soldat de l'hiver en personne.
Peu de temps après, il découvre que c'est le Shield qui avait tout comploté et doit le combattre avec son pote Sam Wilson, alias le Vautour, ainsi que la Veuve Noire, ainsi que le Soldat de l'Hiver qui le rejoindra plus tard. Ceux qui l'ont vu comprendront. Une histoire très prenante, à la fois dans la forme et dans le fond, avec des dialogues bien foutus, avec un méchant vraiment pas commode et ayant de bonnes raisons de s'en vouloir à Captain. Il a quand même une de ses classes, quand même assez balèze. Et enfin, une réalisation qui n'est pas des moindres. Les acteurs sont bons et les scènes d'action sont super bien faites. Et ça envoie du pâté. Bon, après ça reste un très bon film, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Passons au numéro 7. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Alors j'avais remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas aimé ce film, et d'ailleurs vont peut-être le dire dans les commentaires. Mais en tant que Spider-Fan, il m'est difficile de ne pas accepter ce film dans mon classement, et pour d'autres raisons d'ailleurs. Déjà le costume de Spider-Man est plutôt bien, il n'est pas spécialement innovant, mais bon. Le film nous offre une vision plus moderne de Spider-Man. D'ailleurs, certains l'ont jugé comme un remake. Et ben vous fourrez littéralement le doigt dans l'œil. La version de Mark Webb nous offre une version plus alternative, et un peu plus centrée sur Peter Parker et moins sur Spidey en lui-même. Par exemple, on ressent très bien ses embrouilles au lycée, mais ça c'était uniquement dans le premier des deux. Là, c'était un petit peu plus centré sur Peter et Gwen, avec lequel on ressent certains problèmes sociaux, qui sont d'ailleurs très bien maîtrisés dans le film. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le nouveau style d'Electro est plutôt classe, et est joué par Jamie Foxx, un acteur que j'aime particulièrement bien. On pourra aussi parler du nouveau Peter Parker, joué par Andrew Garfield, qui je trouve est déjà plus mature que dans le premier film. Qui est quand même une très bonne chose parce que déjà dans le premier on avait trop le côté ado boutonneux, ce qui était très chiant d'ailleurs. Le look du bouffon vert n'est pas aussi bien fait que celui de Willem, parce qu'on dirait l'armure de Master Chief qui n'est pas terminée, ce qui est un peu voilà quoi. Ça reste une histoire ficelée qui tient sur 2 heures, et tout ce qui est slow motion, images de synthèse, effets spéciaux sont méga, giga, bien gérés. La bande son du film est excellente, les personnages sont super bien approfondis, bref, c'est du lourd. Un très bon film parmi tant d'autres qui ne sont pas dans ce classement. Numéro 6. Iron Man 3. J'aime beaucoup ce film, rien que pour les styles égoïstes de Tony Stark, un peu à la Jack Sparrow, joué par l'acteur Robert Downey, son fils Junior. Yeah. Le premier opus de la saga nous offre une nouvelle vision de Robert Downey Jr. Parce qu'à l'époque, il n'était pas très populaire, car il était accro à la drogue et au shit. Et le choix fut risqué parce qu'à cause de sa réputation qui n'était pas très bonne, le super-héros a complètement changé sa vie. Car c'est un film qui a très bien marché, et aussi parce que l'acteur l'incarnait à merveille. Iron Man a quand même changé la carrière de Robert Downey Jr. Et ça c'est quand même cool, qu'il a quand même sauvé de son canapé, et ce fut réellement merveilleux d'ailleurs. Après cette introduction plus ou moins utile, le film repose sur quelques trucs vraiment sympathiques. Twist! Faut pas regarder, tout plein de twist. Faut pas regarder, si t'as déjà vu le film, tu peux regarder. Le combat final entre l'armée d'armure, oui, ça existe, et les mecs avec des super pouvoirs, ça existe aussi, est vraiment très bien mis en scène, et superbement bien réalisé, avec une idée plutôt originale. Ce qui est spécial dans le film, c'est qu'on abandonne un peu tout ce qui est invasion extraterrestre, après les événements dans New York dans le premier Avengers. Là on parle plus des problèmes de terrorisme et mondial. J'aime aussi beaucoup la nouvelle armure d'Iron Patriot. Elle est très bien designée, et les couleurs sont super belles là-dessus. Bref, voilà, comme ça c'est dit. Le seul point noir, c'est tout simplement l'acteur du méchant que je trouve ni sensationnel, ni mémorable. Passons au 5. Mais putain qu'il est bon! C'est l'un des films les plus crédibles, mais de loin, le côté dark et dramatique marche à merveille. On sent bien le champ de bataille dans lequel Superman se bat, et c'est vraiment excellent. On pourrait croire que c'est un simple remake, mais non, loin de là, c'est plus qu'une adaptation de super-héros. C'est pas juste un mec super badass en collant qui combat des aliens, etc. Non. Niveau réel, on a des plans super bien mis en scène. Les scènes reflètent incroyablement bien le côté dramatique que Clark subit. Tout ça réalisé à la Snyder, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La façon dont le réalisateur présente le personnage, parce qu'on est plus dans une version totalement lourde, avec des combats lourd et une explosion de la planète Krypton, comme si on pouvait remplacer un prout dans le bruit à sa place, ça rendrait super bien. Encore une fois, la musique est mordicus d'inoubliable. L'acteur du méchant est très bon, Russell Crowe aussi, Henry Cavill il passe, ainsi que Amy Adams. Les effets spéciaux sont excellents, rien à dire, et des méga bonnes idées de mise en scène, d'action, bref, c'est du lourd. Bref, les films Superman 1 et 2 sont très bien, mais c'est un petit peu de la tapette comparé à ça, qui est un petit peu exagéré d'ailleurs, puisqu'il est sorti 30 ans après, voire plus.
Avengers, premier du nom. Loki, l'ennemi de Thor, est de retour et a l'intention de se servir d'un des éléments servant à détruire l'univers, dont je n'ai plus le nom, ordonné par le dieu Thanos. Puisque je ne sais pas trop comment vous résumer le casting, je vais le faire en chanson. Allez! Non mais Spider-Man il est pas dans... Je fais ce que je veux. C'est ma vidéo. Je n'ai pas grand chose à dire sur les personnages, bien qu'il s'agisse d'un crossover. Il n'y a qu'à voir leur film solo. Bon, excepté Hawkeye, Black Widow et Nick Fury. Déjà pour commencer, la bande-son est excellente, mais comme tous les bons films comme Star Wars, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, Mémorable, elle est. par contre il y a un truc qui me chiffonne, qui me vient de moi d'ailleurs, c'est-à-dire que j'aime pas spécialement le personnage de Loki à la base, mais par contre j'aime bien l'acteur qui le joue. Donc du coup, en soi l'histoire n'est pas exceptionnelle, bien qu'elle soit plaisante à regarder et écouter. Ce qui fait du film une exception, c'est la bataille finale entre les aliens et les Avengers. Et franchement, il y a du pâté rien qu'à regarder. La réalisation est parfaite, les plans sont super bien mis en scène, par exemple le plan où le vaisseau alien traverse l'immeuble est putain d'impressionnant. Bravo Joss Whedon, tu es toujours là pour réaliser des bons films. Pour en revenir au personnage, pour commencer l'excellent Samuel Jackson dans le rôle de Nick Fury, qui l'interprète à merveille. Sérieusement, il est putain de charismatique. Je l'adore. Je l'adore. Putain. Très bien exploité dans le film, il a un charisme des plus sensationnels. Et bordel de merde, il a la classe. Est aussi très bien exploité, même si c'est le moins populaire des Avengers. Et aussi on a Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, qui est très bien aussi dans ce film. Le cadrage est plus que potable et l'humour est très bien mis en scène dans ce film, ainsi qu'intelligemment. Bref, maintenant nous allons passer au très lourd maintenant. Et ouais, je fais des blagues pourries, mais c'est pas grave. Numéro 3. Les Gardiens de la Galaxie, le film de James Gunn. Les gars qui a scénarisé les Scooby-Doo qui se sont quand même bien défoncés par le public ainsi que la critique. Et franchement, si tu vois cette vidéo, James, je te félicite parce que tu t'es rattrapé avec un chef-d'œuvre. Pas une seule fois on s'emmerde durant le film. Pas un seul personnage est mal approfondi. Et pas un seul dégât est foutu. Et putain de merde, la musique est nickel. Putain de merde, je sens que cette vidéo va partir en couille. Et pas un seul caméo de Patrick Sébastien. Ce film est excellent, déjà pour un casting de ouf, comme Chris Pratt, c'est superbement bien approprié le personnage de Star-Lord. On a aussi Zoé Saldana qui va bien au-delà de la couleur de peau verte pour jouer Gamora. Mais surtout le très bon Bradley Cooper pour le rôle du raton laveur le plus cool de la galaxie. Ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas grand chose à dire pour Groot, qui est joué par Vin Diesel. Parce que sa seule réplique est « Je s'appelle Groot », qui est d'ailleurs une réplique culte à force de l'entendre. Et puis pour Drax, je sais pas spécialement trop quoi dire. Le film est d'ailleurs super bien rythmé. Le côté dramatique de chaque personnage, ainsi que humoristique, est mis intelligemment dans le film. Et ça fait plaisir, putain. D'un côté, Star-Lord a sa mère morte d'un cancer, Gamora est la seule survivante de sa planète, détruite par ce connard de Thanos, et Drax a sa femme et sa fille tuées par le Ronan. Et Rocket et Groot ont été seuls dans la galaxie et ont traversé mille et dangers ensemble sans avoir d'autres amis. Le tout super bien mis en scène et des putains d'explosions. Ce film est magique, les personnages sont super bien développés, tout y est, mais vraiment. The Dark Knight. On t'aime Nolan, on t'aime putain. En y repensant, on retient surtout ce film grâce à Heath Ledger. Et ça tombe bien puisque tu vas en bouffer derrière ton écran. Et pourquoi ne pas commencer par un Draw My Life? Non putain! C'est clairement le meilleur Joker qu'on a pu connaître. Mais de très peu devant Nicholson. Oui. Encore une fois, la bande son est mémorable. Et franchement, c'est ouf putain parce qu'on arrive à reconnaître ce film grâce à sa bande son. Et ça franchement, c'est génial. On s'en bat les couilles putain, ce qu'on veut c'est le Ledger, bordel de merde. Je remercie d'ailleurs cet acteur pour une des scènes qui mérite amplement sa place dans l'histoire du cinéma. Il ne s'agit pas de sa réplique devenue culte à ce jour, aussi connue sous le nom de Why So Serious, mais l'explosion de l'hôpital qui a failli partir en couille. Effectivement, lorsqu'il avait le détonateur sur lui, puis qu'il l'enclenche, il remarque que cela ne marche pas. Mais le fait qu'il bug n'était pas fait exprès, car tout cela a été improvisé. Eh oui, Jamy. Ta gueule! Et là où je veux en venir, c'est qu'il a gardé son rôle quoi qu'il arrive.
Franchement, GG ma gueule. Un autre truc très intéressant, le Joker interprété par Ledger n'a jamais eu l'intention de faire ça pour l'argent, mais parce qu'il est fou, et il le fait bien. Cela se remarque notamment dans la scène avec le tas de billets, et commence à le brûler en train de jouir en voyant du feu. Et ça le fait plaisir parce que ce qu'il aime voir c'est le chaos. Mais putain, quand est-ce que tu vas parler de la scène où il tient un couteau et kill? Oui, j'en parle putain. Alors laisse-moi finir ma vidéo avant que je devienne un putain de Jedi. Pour ce qui est de la scène, tellement d'émotions, tellement l'envie de tuer et de torturer dans un regard de psychopathe, tellement terrifiant. Et encore une fois, tellement bien joué par un acteur au destin tragique. RIP mec. Si nous revenons à la globalité du film, on a une histoire très originale, mais une réalisation toujours aussi impressionnante, ainsi qu'un jeu d'acteur de chaque personnage du film juste incomparable. Le côté dramatique prend un très large pourcentage dans ce film, tout en gardant le côté super-héros, comme quoi on n'a pas forcément besoin d'humour pour faire un bon film. Mais surtout, il nous offre une nouvelle façon de voir Batman après ça. Et oui. Nous passons au boss de fin des super-héros, l'élu, le tant attendu, qui a changé le monde et qui sauvera l'avenir des super-héros des années 2000. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quoi que vous fassiez, arrêtez tout de suite. Car voici le meilleur film de super-héros réalisé à ce jour. J'ai nommé Spider-Man de Sam Raimi. Encore une fois, c'est mon super-héros favori de toutes les générations de la création de l'univers. Bravo Samy, tu as fait un putain de chef-d'œuvre qui te marquera autant que la saga Devil Dead. Tu as pu donner ta vision de voir Spider-Man tout autant que les Batman faits par Burton et tu l'as super, mais alors super bien fait. Pour commencer, on a un casting de ouf qui s'en sort vraiment très très bien. On a par exemple Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, mais surtout l'excellent, le sobriété, l'évident Willem Dafoe, qu'on ne verra principalement que dans le 1, mais ça reste cool. Ouais, comme ma bite. Je découvre. Niveau bande son, c'est inoubliable. Encore une fois, il est facile de reconnaître un film avec sa propre musique. Niveau effets spéciaux et costumes, je n'ai pas grand chose à dire à part le costume du bouffon, qui je trouve est un petit poil vite fait quand même. Par contre, les scènes où Spider-Man tisse sa toile en plein New York sont réellement spectaculaires pour un film qui date des années 2000. Puis voici un des baisers de film qui mérite d'être reconnu en tant que scène culte, c'est-à-dire la scène du baiser semi-inversé avec Spidey et Mary Jane. Clairement, cette scène de même pas une minute est bien mieux construite que la saga Twilight tout entière. Et oui, je suis un enculé. Et oui, tu peux pas me tuer parce que t'es derrière un écran. Les scènes d'action sont super bien filmées, le film est très très bien rythmé et le décor est super bien foutu. Et vraiment, les personnages sont aussi bien approfondis. Vraiment, bravo. Un putain de chef-d'œuvre. Voilà, c'était la fin de cette vidéo et j'aurai beaucoup de nouvelles et de choses à dire pour mon absence. Dans ces cas-là, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du style vlog, qui n'est pas un vlog. Ça s'appellera vidéo. Ça veut pas dire grand chose, mais j'aime bien. Avant que je te quitte, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook Les Gamers Gameuses FR, où nous avons pour but d'échanger les jeux et accessoires gaming, ou de poster quelques news sur les jeux vidéo, et qui d'ailleurs ce groupe est extrêmement sympathique, c'est pour ça que je te le conseille. Et je t'invite fortement à rejoindre ce groupe parce que vraiment les gens sont vraiment sympathiques ici, et vraiment tu le regretteras pas, et ici on peut donner son opinion sans qu'il y ait des rageux, justement, voilà, ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé, pense à mettre un like, à me suivre sur Facebook, et bien évidemment, abonne-toi. Salut à vous!